Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Douceur et Confidence. Découvrez en toute intimité une personnalité qui fait l'actualité médiatique, aborder des questions de développement personnel et de spiritualité, le tout saupoudré de la magie des faits. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Pernikov, président du groupe La Nouvelle, ancien directeur des programmes de France Télévisions. Bonjour Nicolas, je te remercie d'avoir accepté une nouvelle fois mon invitation féerique. C'est toujours un plaisir. Tu es président du groupe La Nouvelle. Peux-tu nous présenter ta structure, Alors, en fait, j'ai eu cette idée d'agence à ma sortie de France Télévisions où je me suis rendu compte que les marques allaient devenir des médias à part entière. Donc, à un moment donné, j'ai réfléchi à cette espèce de production de contenu que je faisais pour la télévision pour les marques et à me dire que les directeurs de la communication des marques, à terme, seraient des espèces de directeurs des programmes de marques et qu'elles allaient avoir besoin de contenu. Et c'est à ce moment-là que j'ai créé La Nouvelle il y a 7 ans pour faire de la production de contenu pour les marques et on offre une communication à 360 degrés qui va de la plateforme de marque à la communication économique et financière, communication stratégique et storytelling autour de la marque. Et quelles sont les valeurs que tu développes au sein de ta structure ? Alors les valeurs, c'est compliqué de parler de valeurs aujourd'hui parce que tout le monde parle de valeurs, mais ce qu'on essaye de faire, c'est de défendre une éthique et un fonctionnement d'entreprise. Vous savez bien qu'aujourd'hui, les entreprises sont de plus en plus, surtout les agences, sont de plus en plus confrontées à des problèmes soit humains ou des problèmes de management d'entreprise, surtout ces entreprises qui viennent souvent de la publicité. C'est-à-dire que dans les années 80-90, il y a eu pas mal de dérapages dans ces domaines. Et nous, ce qu'on essaye, c'est vraiment d'amener... d'abord, j'ai 90% de femmes qui travaillent dans mon entreprise. Ça, c'est un souhait, parce que j'aime travailler avec les femmes qui ont un esprit d'analyse, qui ont des convictions très très fortes, donc qui défendent l'entreprise. C'est grâce à elles aujourd'hui que l'entreprise en est là, puisque ça a été un peu dur les 2-3 premières années, mais aujourd'hui, on est un acteur incontournable dans le domaine de la production de contenu pour les marques. Et surtout de défendre des valeurs et une éthique, c'est-à-dire que si vous travaillez pour une entreprise sur les problèmes de RSE, de marque employeur, il faut être certain que derrière ça suit et que ce n'est pas uniquement de l'opportunisme. On est quand même aujourd'hui dans une société à la confrontation entre deux mondes, ceux qui voudraient faire croire qu'ils sont plus propres que les autres, mais qui en réalité sont presque pires que les autres, c'est de l'opportunisme et le monde vous pousse à l'opportunisme aujourd'hui, puisqu'il y a des aides sur certains engagements, il y a des aides de l'État, il y a des aides de différents secteurs pour les gens qui s'engagent. Et puis à l'inverse, vous avez ceux qui n'ont peut-être pas forcément les moyens, et qui ont des vraies convictions, qui ont des valeurs à défendre, et qui doivent arriver à émerger au milieu de tout ça. Donc c'est ce qui est un peu compliqué. Donc nous, on essaye à la fois d'un côté d'aider ces entreprises qui ont besoin d'émerger et qui ont des vraies valeurs dans leurs fondamentaux, face à souvent des géants, qui sont opportunistes sur les différents secteurs que sont les problèmes de marque employeur, RSE, engagement pour les employés, engagement pour l'entreprise. C'est notre métier. Mais au niveau des valeurs, tu entends quoi ? Bienveillance, respect, éthique ? La bienveillance et le respect, ne serait-ce que de le dire, c'est de l'opportunisme. Parce qu'on n'a pas besoin de le crier ou de le dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une entreprise, elle vous ressemble. Et en l'occurrence, je suis quelqu'un de respectueux de tout. J'ai des valeurs et ce que j'essaye, c'est de prendre des gens qui me ressemblent. Maintenant, il faut se dire la vérité, j'ai aujourd'hui 50 ans. Quand on s'est connus à l'époque d'énergie, j'avais une vingtaine d'années. On était dans un autre monde, c'est-à-dire on était dans un monde où les gens travaillaient, par exemple, vous le savez bien, on travaillait à l'époque, on avait un engagement et on travaillait, 15, 16, 17 heures par jour. Quand on le dit aujourd'hui, les gens seraient fous d'entendre ça parce que aujourd'hui tout le monde est attaché aux 35 heures. À l'époque, il y avait 39 heures que tout le monde dépassait largement. Aujourd'hui, vous travaillez 35 heures, 40 heures, les gens s'engagent un peu, mais on préserve beaucoup plus notre vie privée, on préserve beaucoup plus nos week-ends. À l'époque d'énergie, vous vous souvenez, on travaillait très tard, on allait dîner tous ensemble à 22 heures, on rentrait chez soi à minuit, on repartait le lendemain matin à 8-9 heures. Moi, j'ai gardé ce rythme de Non, mais peut-être liberté. que vous l'avez gardé. Aujourd'hui, en tout cas, c'est inaudible. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ne le comprendraient pas aujourd'hui. Avec la crise du Covid, en fait, il y a eu le télétravail qui s'est énormément développé. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui, en fait, ont eu envie de quitter les grandes villes pour aller s'installer près des espaces verts. Est-ce que toi, ta société, ta structure permet
de par la cible de ton métier, d'avoir du télétravail régulier? Et quels sont pour toi les bénéfices, mais aussi les points faibles du télétravail? Alors, il y a plein de réponses. La première, c'est que ce qui est vrai, c'est que quand les gens sont en télétravail, ils travaillent. Parce qu'il y a beaucoup de gens, même des politiques, qui ont eu tendance à dire que les gens en télétravail étaient en vacances. Ça, c'est faux. Et on le voit bien dans la productivité. C'est-à-dire que quand les gens sont chez eux, en réalité, ils travaillent plus. Parce qu'ils ont moins de pauses, ils ont moins de transport, et ils prennent ils ont beaucoup plus de temps, je dirais, de cerveau disponible pour travailler pour l'entreprise. De l'autre côté, je ne crois pas qu'une entreprise puisse fonctionner par le télétravail. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, surtout dans nos métiers, et dans mon métier, on est un métier de communication, on a besoin d'être tous ensemble. Et on a besoin de défendre un projet, qu'on soit dans tous les métiers, l'énergie, la dynamique d'une entreprise, ce sont les êtres humains qui la font. Donc il faut arriver à se retrouver ensemble quand même un maximum de temps par semaine. Et là, en l'occurrence, on se retrouve confronté à plein de choses, c'est-à-dire des démissions, c'est-à-dire des gens, j'en ai encore eu une, vous voyez, quelques minutes avant d'arriver, de quelqu'un qui, lors de le dernier confinement, avait sa famille dans le sud de la France, et pendant 3 mois, il était bloqué, il n'a pas pu aller voir sa famille pendant ces 3 mois. Il l'a très très mal vécu. Il entend parler de 5e vague, aujourd'hui, et son angoisse, c'est de revivre la même chose. Donc il a décidé de démissionner. Bon, alors il démissionne en me demandant une rupture conventionnelle. C'est toujours un peu la même histoire, c'est un cercle vertueux, et compliqué pour un chef d'entreprise, parce que ça coûte de l'argent, une rupture conventionnelle. Maintenant, on en arrive où aujourd'hui? On arrive à un constat terrible. Vous avez un problème de chômage en France, mais vous avez de l'autre côté l'hôtellerie et la restauration qui cherchent aujourd'hui 150 000 personnes, parce que les gens n'ont plus envie forcément ont perdu encore un petit peu plus du coût du travail. Mmh. Et il y a je pense, une dévalorisation de la valeur travail. Donc ça, c'est ce qui m'inquiète un petit peu. Alors certaines personnes pourraient être choquées pour ceux qui sont actifs aujourd'hui, et je l'entends, mais il faut regarder ce qui est en train de se passer. Et je pense qu'aujourd'hui, la valeur travail est en train tout doucement de s'effriter. Et on ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer en France et ailleurs, et en Europe. Mais on a des véritables soucis d'engagement des salariés, de la nouvelle génération. On a des vrais problèmes d'engagement. Moi, ce qui me pose un problème aujourd'hui, c'est l'engagement. Les gens ne s'engagent plus. Et quand vous êtes chef d'entreprise, alors je vais jamais demander à un employé de se mettre à ma place. Moi, tous les mois, j'ai 450 000 euros de fiches de paye à faire, puisque j'ai des CDI. Vous allez me dire, vous n'allez pas vous mettre à ma place, vous allez vous dire, bon, à 450 000 euros, c'est son problème. Pourtant, moi, j'endors pas la nuit, donc je demande pas aux gens de ne pas endormir la nuit. Mais on s'engage quand on est chef d'entreprise. On pense à nos employés. Moi, j'ai eu des moments difficiles en 2020, puisque j'ai perdu un peu plus d'1 million d'euros sur mon entreprise. Et j'ai eu peur. J'ai eu peur pour ma boîte, bien sûr, pour moi, mais j'ai eu peur aussi pour mes employés, parce que quand vous vous retrouvez face à des employés où vous devez annoncer soit des plans sociaux, soit pour d'autres entreprises, puisqu'on n'en parle jamais, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont quand même déposé le bilan en 2020, on en parle peu, mais qu'est-ce qu'il fait le chef d'entreprise à la fin? Bon, il n'y a pas grand monde qui va s'inquiéter pour lui, mais il va être en grande souffrance. Il va être aussi dans le désespoir, et certains se sont suicidés comme des restaurateurs, mais il faut pas oublier que le monde de l'entreprise est quand même important et fait vivre des millions de gens en France et en Europe. Voilà, c'est tout ce qui peut à un moment donné me pousser à me poser plein de questions sur le monde de l'entrepreneuriat. La créativité est au cœur de ton métier. Que signifie-t-elle pour toi? La créativité, la vie. Ne pas créer, c'est être en pulsion de mort. Créer, je pense que tout le monde crée d'abord. Faut pas croire qu'il y a un créatif plus qu'un autre. On crée tous, on imagine tous. Ça fait partie de l'imaginaire. Mais c'est surtout la vie, quoi. Créer, c'est la vie. Et puis la force et la puissance de la créativité dans le quotidien. Se lever le matin parce qu'on a une idée. Se lever, c'est évoluer en pensant à des nouvelles idées, à ce qu'on pourrait faire pour soi, pour les autres, pour son entreprise. Créer, c'est quelque chose d'incroyable. Et moi, je suis en admiration, même par rapport à la télévision, pour des formats de temps en temps. Vous savez qu'en télévision, ce qui est important, ce sont les fameux formats. Vous savez, The Voice, N'oubliez pas les paroles, ou d'autres formats. Ce sont des gens comme ça qui... c'est jus de cerveau, où vous avez des gens qui ont réfléchi à des mécaniques, qui ont eu des idées incroyables, simples, mais incroyables, et qui fonctionnent. Moi, je suis en admiration, c'est ce qui me fait vivre, en fait, la créativité. Parler de N'oubliez pas les paroles, j'ai eu la chance de recevoir Magali Ripoll, qui est dans l'émission. Incroyable, bien sûr.
C'est toi qui avais mis à l'antenne N'oubliez pas les paroles c'est à moi qui ai l'époque. trouvé le format N'oubliez pas les paroles, Don't Forget the Lyrics, à l'époque où j'étais patron des programmes de France Télévisions. Et il fallait que je le mette à l'antenne très très vite parce qu'il y avait le format concurrent qui était Singing Bee, qui était en développement sur TF1 avec Alexia Laroche-Joubert, et qui allait arriver à l'antenne de TF1. Alors c'était un format moins fort, mais le gros problème de ce format, c'est que si TF1 le mettait à l'antenne en premier, à ce moment-là, nous on serait accusés d'avoir un peu suivi TF1, alors que le format était plus fort. Donc il fallait absolument que je trouve la personne qui était capable de me mettre le format à l'antenne en 4 semaines. Et à part Nagui, il n'y avait pas, Nagui, on peut dire ce qu'on veut de Nagui, mais Nagui, c'est quand même une machine de guerre. C'est un très bon animateur, d'abord de jeu, de format de jeu. Nagui revenait à la télévision, puisqu'il avait une traversée du désert de quelques années. Et à ce moment-là, on s'est vu avec Nagui un jeudi soir dans mon bureau. On a pacté ensemble et on a mis le jeu à l'antenne en 4 semaines, qui a le succès qu'il a aujourd'hui. C'était une émission au début hebdomadaire, qui est devenue une émission quotidienne. Et Magali, depuis 13 ans, je crois. 14, 14 elle me disait 14 ans. Ouais. Depuis 14 ans, et dans cette émission, donc c'est formidable. D'abord, c'est formidable de se dire que cette émission aujourd'hui réunit encore entre 3,5 millions et 4 millions de téléspectateurs par jour, ce qui est incroyable, parce que il faut savoir que France Télévisions n'avait plus d'accès depuis une quinzaine d'années. Donc se battait entre des mauvaises fictions, des mauvais trucs. Et quand N'oubliez pas les paroles est arrivé, ça a été le miracle pour France Télévisions, puisque vous savez qu'il y a eu l'arrêt de la pub entre-temps, après 20h. Donc le carrefour stratégique de France Télévisions, c'est vraiment ce 18h-20h auquel Nagui contribue largement, et pour l'audience de la journée, et pour les revenus publicitaires. En parlant justement de N'oubliez pas les paroles, la musique, elle a une place importante dans ta vie ? La musique a une place importante dans ma vie, oui, et j'ai été très gâté par la vie, puisque quand on a partagé ce moment de vie ensemble, moi 8 ans dans le groupe Énergie, on a fait à l'époque les plus grands concerts, puisqu'on a vu les plus grandes stars. Moi j'ai eu l'occasion de dire bonjour à Michael Jackson, à Prince, à Mick Jagger, à l'époque Énergie était la radio toute puissante. Et si vous ne passiez pas sur Énergie, vous aviez peu de chance de fonctionner en France, et on a eu cette chance, nous, on a été privilégiés, effectivement, on a été privilégiés, on a eu cette chance de rencontrer les plus grandes stars de la chanson. Et effectivement, oui, je baigne dans la musique. Après, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce que je suis un petit peu en décalage avec toute la musique actuelle. Je pense que je suis un peu moins à l'aise avec cette musique, qui très souvent a des sons extraordinaires. Mais des paroles qui, pour moi, de temps en temps, me font un peu peur pour la nouvelle génération et pour nos enfants. Et je t'ai demandé de choisir une chanson qui symbolise la créativité. Tu as choisi... Black Puma, Colors. Pourquoi ce choix ? D'abord parce que j'adore ce groupe, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, et j'ai appris comment il avait écrit cette chanson. Quand on écoute le texte, en fait, c'est très... on peut y voir plein de signes dans cette chanson. On peut y voir la mixité sociale, on peut y voir le déracinement d'un enfant qui retrouve sa famille à travers les couleurs des saisons. Et il a écrit cette chanson sur le toit d'une maison, en regardant toute la journée défiler, l'automne, et il décrit très très bien en fait justement ce déracinement, sa famille, ses frères, ses sœurs, la mixité sociale. C'est une chanson, moi, qui me bouleverse chaque fois que je l'entends. Merci, parce que moi je la connaissais pas, donc je l'ai découverte. C'est une jolie découverte. Oui, c'est une jolie découverte, donc merci beaucoup Nicolas. De rien. Et en parlant de couleur, quelle est la couleur de ton humeur aujourd'hui ? Bleu, comme le ciel. Bleu comme le ciel ? Exactement. Est-ce que tu penses qu'on est créateur de nos vies au point de pouvoir changer certaines trajectoires ? Moi, je ne vis qu'à travers les signes qu'on m'envoie, qu'ils soient bons ou mauvais, donc c'est un peu compliqué. Pour ce qui me concerne, quand je me décris, je dis que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, parce que j'ai toujours eu un chemin compliqué. J'ai toujours eu du mal à obtenir les choses, mais je les ai toujours obtenues. Alors après, je suis déterminé, je ne lâche rien. On se ressemble un petit peu. Voilà. Mais de l'autre côté, même quand il m'arrive un pépin, je vais tout de suite aller chercher la raison du pépin et aller trouver le côté positif de ce pépin. C'est marrant, mais c'est comme ça que je fonctionne depuis toujours. Donc sur les rencontres, sur les prises de décision, et chaque fois que je n'ai pas écouté, après je suis un intuitif aussi, parce que c'est ce qui me conduit depuis que je suis tout petit, et j'ai toujours cette intuition, et quand je la suis pas, en général, je me plante. C'est-à-dire que si je me force à aller contre mon intuition, en règle générale, je me prends un gros coup de boomerang dans la tête.
Quand tu disais tout à l'heure ne lâchez rien, je lâche rien, c'est pas du tout lâcher prise parce qu'on peut ne pas rester déterminé, c'est une chose, mais lâcher prise c'est peut-être aussi à un moment donné important de laisser la vie nous amener là où on doit aller. Je ne lâcherai pas prise parce que ça n'est pas dans ma nature. Et de temps en temps, c'est ce qui permet aussi de rester debout, parce que. Oui, mais parce que on ne doit pas avoir la même définition du lâcher prise. Justement, quelle est ta définition toi du lâcher prise? Lâcher prise, c'est vivre l'instant présent, vivre totalement l'instant présent, sans être touché par ce qui nous entoure, par les vibrations, par l'extérieur. Voilà, ça, je n'en suis pas capable. Pour moi, le lâcher prise, c'est se positionner effectivement sur l'instant présent. C'est rester déterminé, donc avoir quand même des objectifs. Mais du coup, je prends plaisir à mettre en place, tu vois, des projets, à préparer par exemple cette émission. Mais je lâche prise sur le résultat. Comment ça pourra se faire? Là, je confie à la vie. Tu disais être à l'écoute de ton intuition. Comment tu sais que c'est elle qui te parle et que c'est pas finalement ton mental ou l'ego qui vient perturber? Comment tu sais faire cette différence? Alors, après, ça peut sembler prétentieux, hein, mais si on en parle comme ça, de l'intuition, mais d'abord, j'ai arrêté mes études très jeune, hein, à 15 ans. Donc à un moment donné, même si la vie était plus facile peut-être il y a un peu plus de 30 ans qu'aujourd'hui, parce que c'est sûr que pas avoir d'études aujourd'hui quand on a 15 ou 16 ans, c'est compliqué. Même quand on en a, c'est déjà très compliqué. Mais à un moment donné, j'ai commencé dans la radio, puis j'ai fait de la télévision. Je suis toujours resté dans le secteur qui me passionnait et que j'aimais. Mais j'ai remarqué très très vite en fait que j'avais cette intuition sur les gens que je rencontrais, les bonnes ou mauvaises personnes, les gens qui pouvaient m'aider. J'ai toujours choisi, que ce soit Max Godini, Patrick de Carolis, tous les gens avec qui j'ai travaillé, j'ai toujours eu cette intuition que c'était la personne qui allait m'élever, qui allait m'aider. Donc cette partie intuitive, j'ai eu besoin à un moment donné de comprendre ce qu'était cette intuition, parce que c'est un peu bizarre. Puis ça peut faire peur aussi aux gens. En fait, j'ai un ressenti très très fort sur les gens. Et c'est une hypersensibilité que j'ai, qui est compliquée pour moi. C'est pour ça que je peux pas lâcher prise. Parce que si je lâche prise, je peux basculer dans l'émotion, donc je fais très attention à ça. Mais c'est cette hypersensibilité qui sait que je ressens toujours les choses. C'est-à-dire quand je suis arrivé ici, j'ai ressenti les choses. Donc, t'as ressenti quoi alors? Quand je suis arrivé là, ouais. D'abord ta tension, tu étais tendu, donc ça a été compliqué, puisqu'il a fallu que j'arrive à détendre, parce que sinon ça allait être compliqué. T'étais un petit peu tendu. C'est ce que j'ai ressenti. Oui, ce que j'ai ressenti. Oui, tout à fait. Par contre, j'ai ressenti plutôt de la bienveillance et de la gentillesse. C'est important quand tu arrives dans un lieu, en tout cas pour ce qui me concerne, quand j'arrive dans un lieu, j'ai besoin de me sentir dans quelque chose d'un peu familial. Voilà, s'il y avait eu un problème avec une ou deux personnes, ça aurait pu me poser un problème même dans le déroulement de l'interview. Voilà. Et là, ça va? Très bien. Là, je suis détendue. Ça va bien. Ouais, tu t'es détendu au début, ça va. Et aujourd'hui, qui est Nicolas Pernicoff? Moi, je suis juste quelqu'un qui continue à apprendre, j'essaie d'être bon, j'essaie d'être juste, j'essaie de m'améliorer. J'ai conscience de mes grandes qualités, mais aussi de mes gros défauts, et j'essaie de travailler sur mes défauts. Voilà. Et tu es à l'écoute de ton âme d'enfant? Oui. De toute façon, je suis un enfant déjà. Un grand enfant. Ouais. Que te dit le petit Nicolas? Est-ce qu'il te parle déjà? Est-ce que tu l'entends? Est-ce que le petit Nicolas me parle? Il me parle de temps en temps. Je suis plutôt en train de régler pas mal de choses. Voilà. Donc le petit Nicolas règle des choses. Et c'est vraiment le petit Nicolas, puisque je peux en parler, hein, c'est intime, mais ça ne me dérange plus d'en parler, mais je suis né à la mort de ma sœur. Ce qui est très compliqué. Mais comme je pouvais pas en parler avec ma famille, puisque j'ai des parents âgés et qu'à l'époque on faisait pas de psychanalyse, on ne s'écoutait pas, et puis c'était vraiment des sujets tabous et compliqués, très compliqués d'en parler. Mais du coup, j'ai vécu mes 18 premiers mois avec une sœur qui vivait ses 18 derniers mois. Et qui était avec moi 24 heures sur 24. Donc il y a certains qui diront il était bébé, qui pensent encore. On entend encore des gens qui pensent que les bébés n'entendent pas ou que les bébés ne ressentent pas quand ils sont dans le ventre de leur mère. Le bébé, je crois que les 18 premiers mois de l'enfant, c'est sans doute ce qu'il y a de plus important dans la vie d'un enfant. C'est à ce moment-là que c'est une éponge émotionnelle, une éponge au niveau des vibrations. Jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Oui, mais tout le temps. Mais quand vous arrivez au monde, c'est bon.
Et c'est vrai que j'arrivais pas à en parler avec ma famille parce que c'est un sujet tabou. Et à un moment donné, j'ai trouvé la bonne personne qui m'a aidé à me poser les bonnes questions, à comprendre, à poser du coup les bonnes questions aussi à mes parents, à ma famille. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé ces derniers mois à régler pas mal de problèmes. Et entre autres, peut-être d'être en paix avec moi-même et avec ma famille. Voilà. Qui j'en veux pas du tout, hein, que j'aime profondément. Bien, mais c'était, je pense que un apaisement, une libération, voilà, un apaisement. Une libération, exactement. Quel regard tu poses justement sur ton parcours de vie par rapport à tout ce que tu as expérimenté? Est-ce que tu souhaiterais transmettre aussi à tes enfants par rapport à toi, à tes choix, à ton parcours? Parce que tu as souvent écouté ton cœur, ton intuition finalement. C'est très compliqué. J'ai un enfant j'ai un grand garçon qui a 17 ans, qui est vraiment ma copie à 17 ans, à tout niveau. Hein. C'est vrai? Donc c'est très compliqué parce que j'essaie de le pousser à faire des études et il comprend pas ce qu'il fait là, il comprend pas à quoi servent ces professeurs qui essayent de leur faire apprendre des choses qui pour eux n'ont aucun intérêt. C'est très compliqué. Donc je le pousse. Là il est sous seringue depuis des mois et des mois. On est en terminale. Il a toujours pas commencé à réviser pour son bac, mais il pense qu'il va réviser les 10 derniers jours. On va voir. Donc c'est compliqué parce que je sais qu'il a le potentiel de réussite. Maintenant, je pense que les bases sont importantes et donc je le pousse à aller vers quelque chose que moi-même je n'ai pas fait ou je n'ai pas suivi. Donc vous avez beau expliquer t'as beau expliquer que c'était il y a 30 ans et que la vie il y a 30 ans était peut-être plus simple qu'aujourd'hui, machin. Mais de l'autre côté, voilà, donc c'est un peu compliqué parce que très longtemps j'ai fait croire à mes enfants que j'avais fait des grandes études parce que c'est important aussi de les pousser vers le haut. Mais bon, après il y a une vérité qui doit être dite parce qu'il faut pas qu'elle arrive par ailleurs. Donc j'ai commencé à expliquer quelle avait été ma vie, ce qui s'était passé, machin. Mais c'est compliqué. Et puis après j'en ai un deuxième qui a 10 ans et qui lui, je comprends pas du tout. Il est très très bon à l'école, il est dans les premiers et tout se passe très bien. Et voilà, il passe son temps à se moquer de son grand frère de 17 ans qui ne fout rien. Et voilà, qui peuvent s'écharper toute la journée ensemble. Tu parlais tout à l'heure que ta vie n'était faite que de signes, que tu écoutais les signes. Est-ce que tu as un signe particulier à nous raconter qui t'aurait vraiment marqué? Et ils se manifestent comment ces signes? Est-ce que c'est juste une rencontre ou c'est aussi les signes par exemple, moi, les plaques d'immatriculation, c'est un festival de signes, tu vois, je peux penser à quelqu'un... il y a les plaques d'immatriculation, parce qu'en fait, pour moi, les signes peuvent passer par plein de supports différents, supports lumineux, une rencontre. Ce sont que des rencontres. Que des rencontres. Je ne me nourris que de ça. J'adore rencontrer des gens que je ne connais pas. J'adore parler avec des gens que je ne connais pas. Et l'expérience de chacun est quelque chose de super important pour moi. Alors, j'ai tendance un peu à rentrer dans la vie des gens. C'est un peu intrusif. Et parce que ça m'intéresse de savoir pourquoi quelqu'un a choisi de faire ce métier, qu'est-ce qui l'a intéressé, machin, tout truc, sa vie, est-ce que sa famille était dans ce même métier. J'ai besoin de comprendre le cheminement des gens, ce qui peut de temps en temps sembler intrusif ou choqué, mais je me nourris que de ça, et derrière ça va m'apporter des idées sur des choses, ça peut me donner des envies. La rencontre, l'échange est quelque chose qui peut nourrir et apporter plein de signes à ton quotidien. Mais je parlais plus de signes envoyés. Par exemple, tu penses à quelqu'un ou tu t'interroges sur tiens, est-ce qu'il faudrait que je prenne cette direction? Et par exemple, tu vas rentrer dans un café, il y aura un tableau où il y aura écrit le nom, je sais pas, de la ville où tu espérais vivre. Tu vois, pour moi, ça c'est un signe. Mais ça, c'est mon quotidien. Donc voilà, donc je peux arriver à une voiture avec le pneu qui tombe dans un trou et je peux me dire que ce trou il est là pour, mais c'est quelque chose c'est un automatisme chez moi. Donc ou mon portail hier qui a bloqué et puis à un moment donné je me dis tiens c'est marrant il ne se ferme plus, qu'est-ce qui ne va pas? Et puis un quart d'heure après j'ai réglé un problème mais indirectement. Je l'ai réglé parce que j'avais un souci avec le portail et je trouvais pas la solution. Et j'ai réglé un autre problème grâce à ça. Mais ça c'est mon quotidien. Donc je ne sais pas si c'est la synchronisation. C'est la synchronicité. La synchronicité, pardon. Mais voilà. Et à ton avis, qui nous les envoie ces signes? Je ne sais pas. Moi, je suis né comme ça. Donc je ne sais pas si c'est ma grand-mère, dont j'étais très très proche, qui était ma babouchka, qui s'appelait babouchka, qui veut dire grand-mère en russe.
Je ne sais pas si ça vient d'elle ou si je suis né comme ça. Je ne sais pas si c'est un cadeau de la vie. Et tu crois au karma, aux vies passées? Oui et non. C'est-à-dire? Je pense que je crois au fait qu'on a été quelqu'un d'autre dans une autre vie. Je crois au fait qu'on peut payer demain ce qu'on a fait aujourd'hui et qu'on peut aussi payer ou vivre ce qu'on a fait avant. Je suis croyant sans être croyant, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose derrière. C'est assez compliqué pour moi. Toi, tu penses qu'on paye automatiquement, que c'est pas juste un enseignement? Moi, j'essaie d'enlever la culpabilité maintenant. Mon grand-père, j'ai jamais connu, qui avait écrit un livre, Ma vie, ma chance, donc famille d'immigrés russes qui sont arrivés d'abord aux États-Unis, puis en Allemagne, puis en France. Et en lisant ce livre, j'étais assez, c'est un livre qui a été écrit il y a très très longtemps, j'étais assez effaré parce que j'ai retrouvé plein de points communs avec ma vie. Je pense qu'on porte quelque chose, on porte le poids du passé, de la famille. Alors ça, c'est le transgénérationnel, ça. Oui, mais on porte les choses. Oui. Donc d'une autre vie, de la vie d'avant, parce que je pense qu'il y a eu une vie d'avant, et même ce qu'aujourd'hui je pense que moi je dis toujours un truc, c'est quand on donne le bien, on le reçoit pas forcément, mais je pense que quand on donne le mal, on le reçoit un jour en pleine tête. Je suis sûr de ça. Mais donc, le bien, on le reçoit aussi. C'est pas ce qu'il faut forcément attendre. Mais en tout cas, mais il faut rien attendre. En tout cas, il faut rien attendre. Mais je pense que quand tu donnes le mal, même s'il arrive 10, 15, 20, 25, 30 ans après, je pense que tu te le prends en pleine tête. Donc j'essaie de toujours faire attention, mais même avec des petits signes. Et encore hier, il m'est arrivé, tu vois, un truc où la fille à la caisse s'était trompée sur un produit qu'elle avait oublié. Tu vois, je suis ressorti de ma voiture, je me suis rendu compte de ça. Je regarde jamais l'étiquette caisse en plus. Je me suis rendu compte de ça. Je suis allé la voir en lui disant, Madame, vous êtes trompée, regardez, il y a 35 €. Et là, elle m'a regardé avec des trucs en disant, elle m'a à peine dit merci, mais elle était, je pense, choquée que je sois revenu avec le produit. Mais moi, dans ma tête, je me dis, mais j'ai les moyens, je vais pas aller truander de 35 €, et en plus, une fille qui peut-être, demain, on va lui enlever de son salaire les 35 €. Mais je fais vachement attention à ça. Mais même pour 1 €, pour machin, truc, s'il y a de l'argent qui tombe, il faut faire attention à tout, quoi. Il faut être très respectueux, je pense, de tout. Ça, c'est important. Le respect est quelque chose de très important. Et puis, ça fait partie de mes valeurs. Hein. Moi, ma plus grande chance, c'est ce que m'a apporté mon père, c'est mon éducation. L'éducation, c'est 50% du chemin. Être poli, être bien élevé, être respectueux. Et après, le reste, c'est vous. Hein. Vous avez vos ailes, vous volez, et puis vous faites votre chemin. Mais voilà. En fait, c'est la loi de l'attraction. On émet une vibration, donc elle nous revient, quel que soit ce qu'on émet, finalement. Oui, je suis d'accord. Que représente la mort pour toi? La mort. La mort, c'est la vie. Tout simplement. Je t'ai demandé de choisir une chanson comme ça qui symboliserait pour toi la mort. Tu as choisi Alors, chanson, je peux en parler 2 secondes ou pas? Évidemment. Alors, c'est une chanson, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé qu'on l'écoute, là. C'est une chanson très très forte, hein. C'est une chanson puissante. Et puis Mort Schumann était un interprète incroyable. Mais en fait, c'est une chanson qui laisse place à l'imagination. On pourrait autant croire que c'est la mort, que ce soit la mort d'une histoire, que ce soit la mort physique de quelqu'un. Mais c'est une chanson incroyable et chaque fois que je l'écoute, elle me transperce, quoi. C'est une incroyable chanson. Tu parlais justement de Babouchka. Donc tu ressens sa présence? De temps en temps, oui. De temps en temps. Donc tu crois au fait que les personnes décédées puissent communiquer? Bien sûr. Ouais. Et même ma sœur, hein, de temps en temps, est là. Et ça se manifeste comment chez toi? C'est le son, tu sens une présence? Non, il y a plutôt un effet de légèreté dans un moment difficile qui va arriver. Comme quelqu'un qui va m'aider à trouver la solution, qui va pas me parler, hein, je suis pas du tout dans un... Ouais, l'envoi de quelque chose, un ressenti, ouais, une force, une force. Moi, j'ai traversé une année un peu compliquée, où j'ai eu tout m'est un peu tombé dessus l'année dernière, et je pense que d'ailleurs ça a dû être l'année la plus difficile en termes, ouais, je pense ça s'est un peu accumulé. Et j'ai eu des moments, des petits moments de grâce, de grâce, ouais, et je sentais j'avais une énergie, j'avais des gens qui étaient là, près de moi. Donc tu trouves ça plutôt rassurant? Bien sûr. Tu te souviens de la première fois où tu as ressenti la présence? Non. Non? Je m'en souviens pas. Je pense que
Peut-être ma grand-mère, c'est plutôt dans les moments, quand elle est décédée, j'étais jeune, j'avais 16 ans, dans des moments de tristesse où le fait de penser à elle m'aidait à sortir de cette tristesse. Et après, j'ai surtout eu sa présence un jour qui m'a marqué. C'est le jour où je me suis retrouvé avec mon papa qui était en train de partir, avec 3 arrêts du cœur, et j'ai commencé à devenir dingue parce qu'il fallait tout solutionner très très vite. Et là, j'ai vu ma grand-mère passer. Je m'en souviens parce que je suis arrivé à Toulblin, j'étais dans une salle de réanimation où je devais pas être, hein, froide. Il venait de faire 3 arrêts du cœur. J'avais plein de gens autour pour prendre des décisions. Et je l'ai vu passer au milieu du truc. Et après, moi, en 15 minutes, je me suis pris pour un médecin. Et j'ai tout géré. Et je suis parti, je m'en souviens tous les jours. Je suivais ces SAMU peut-être à 140 km/h pour aller sur un endroit où je voulais amener mon père absolument. Et j'ai eu la présence de ma grand-mère qui volait autour de moi. C'était un truc assez incroyable. Alors ça m'inquiétait aussi parce que j'avais le temps de penser. C'était très compliqué dans ma tête, mais j'arrivais pas à savoir si en fait elle venait le chercher ou si elle te guidait pour trouver une solution. Et voilà. Donc ça a été un jour un peu bizarre parce que pendant 2-3 jours, j'ai eu l'impression de vivre avec elle. Donc je savais plus ce qui était le réel de la fiction. De la passerelle entre les deux mondes. Mais c'est tout. Mais sinon. Est-ce que ça voudrait dire que les liens d'amour ne se brisent jamais? Ça je crois, oui. Sur l'amour, je dis toujours que j'ai aimé, j'aime et j'aimerais toujours les gens avec qui j'ai partagé un moment de vie. Donc ça, je suis j'ai toujours pensé que dès le moment où on avait aimé un moment donné dans sa vie, même si après il y a les douleurs, les séparations, enfin tout ce qu'on veut, moi je suis toujours resté très attaché aux personnes avec qui j'ai partagé un moment de vie. Donc oui, je pense que oui. Que de toute façon, le lien est éternel. Indéfectible. Quelle est ta définition de l'amour? C'est très très compliqué. C'est arriver à être un à deux, c'est-à-dire s'aimer, se faire confiance, n'avoir aucun doute en l'autre, vraiment main dans la main, être fort ensemble, sans se perdre l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer à s'effacer pour l'autre. Je pense que c'est un équilibre terrible qui doit durer un temps le plus long possible. Donc en l'occurrence, je pense que c'est très très compliqué. Mais si ça arrive, c'est très très beau, c'est extraordinaire. Je l'ai jamais eu encore, cet amour, parce que je n'avais pas l'expérience de vie que j'ai aujourd'hui. Donc j'ai toujours été comme beaucoup de gens, aujourd'hui on rencontre quelqu'un, alors il peut y avoir cette phase de séduction qui est très mauvaise, puisqu'il faut pas essayer de séduire quelqu'un. Il faut montrer qui on est, et il faut que l'autre aime qui on est. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai compris. Et puis après, c'est surtout ne pas se mentir se mentir à soi-même, ça fait et mentir à l'autre. Ouais. Mais je pense que je pense que si j'arrive à rencontrer cette personne, je serai l'homme le plus heureux du monde. Mais pour l'instant, j'y suis pas arrivé. Voilà. Mais c'est parce qu'il y a aussi du travail, comme tu disais, tu sûr, libères des choses. Et puis en fonction de nos blessures, on attire des personnes qui sont là aussi pour nous faire travailler sur des... Après, de savoir qui on est à un instant T, on est celui de ses expériences, de ses moments de bonheur, de ses souffrances, de tout. Hein. Je veux dire, si je suis ce que je suis aujourd'hui, évidemment, je le suis avec tout ça. Et tu l'es aussi avec tout ce que tu as vécu derrière toi. Donc c'est plutôt intéressant. Ah bah oui, c'est riche. Mais je pense que l'amour, c'est ça, oui. L'amour, c'est d'arriver à deux à être encore plus heureux, quoi. C'est l'objectif, quoi. C'est de passer en fait de l'amour conditionné à l'amour inconditionnel. J'aime pas le mot inconditionnel. Pourquoi? J'aime pas le terme amour inconditionnel parce qu'il y a un côté, un peu aliénation. Il y a un côté, j'aime pas ce terme inconditionnel. Non, c'est l'amour, ça doit être quelque chose qui n'est pas acquis, ça doit être quelque chose en équilibre, parce que c'est comme ça, il faut aimer tous les jours. Je veux dire, il faut aimer la personne avec qui on est différemment tous les jours. C'est pas un pacte, on se met une bague ou un truc, et on se dit allez, c'est parti pour la vie. Donc je pense que le terme inconditionnel, non, c'est pas le bon terme. C'est vraiment, je veux dire, si on est avec quelqu'un d'autre, et en plus de sexe différent, ce qui est pas toujours simple, hein, parce qu'on ne pense pas pareil, l'homme et la femme. Ça, non. On est quand même très très différents.
Si on est ensemble, c'est parce qu'on peut être encore plus heureux, chacun, ensemble. On se complète. Exactement. Mais c'est même pas de la complémentarité. C'est, moi, je ne crois qu'en l'alchimie, dans l'amour, en réalité. Donc, j'appellerais ça de l'alchimie. Non, parce que la fusion, elle est écrasante. C'est de l'alchimie. J'aime pas le terme fusion. La fusion, ça finit souvent mal, la fusion. Il suffit de regarder les entreprises qui fusionnent. Il y en a une sur 3, c'est un échec. Donc, l'alchimie. L'alchimie, ça me va bien. J'aime bien le terme, j'adore le terme alchimie. Oui, quel amoureux es-tu? Alors, j'apprends. C'est-à-dire que je pensais que c'était bien, mais c'est-à-dire que je disais que pour que je sois heureux, je voulais rendre l'autre heureux. Donc ça, c'est une connerie, parce que je me suis souvent perdu. Tu t'es oublié? Je me suis oublié. Donc maintenant, je te dirais que j'apprendrai, si ça m'arrive, à être le bon amoureux. Mais en tout cas, ce sera toujours de voir l'autre heureux. Moi, j'aime faire des surprises, j'aime surprendre, j'aime pas le truc linéaire. Tu me connais, je suis pas linéaire. Mais oui, je te dirai plus tard, la prochaine fois, si j'ai le droit à un autre interview. Bien sûr. Donc je t'appellerai. Tu seras toujours merci. Un invité VIP. Si tu devais choisir une ville qui représente pour toi l'amour, tu as choisi New York. Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai visité plein de villes et que je me suis toujours posé la question de New York, qui normalement devrait être la ville que je déteste le plus parce qu'elle est bruyante, tout va très vite, machin. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais New York parce qu'on passe notre temps en fait avec la tête en l'air. C'est bizarre, hein. Mais comme il y a beaucoup de gratte-ciel, comme tout est en hauteur, on passe son temps à regarder. Donc en fait, quand on regarde comme ça, on s'ouvre au monde, au ciel, on s'ouvre à tout. Et en fait, c'est un endroit où, du coup, j'aime bien cet endroit parce que il y a, d'abord, c'est un endroit c'est très multiculturel, New York. Il y a plein de quartiers sympas. On peut manger à toute heure. Il y a plein d'endroits à visiter. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a les gens qui vont vite. Il y a les gens qui vont vers l'argent. Il y a ceux qui prennent le temps de vivre. Enfin, il y a une espèce de mix de vie que j'adore. J'aime bien cet endroit, j'y suis bien. J'y resterai pas un mois, mais en tout cas passer 4-5 jours dans cet endroit, c'est un endroit où j'aime être. Voilà, donc j'ai dû faire à peu près toutes les capitales d'Europe, et après un endroit où j'aime aller très souvent, c'est Lisbonne, qui pour moi correspond le mieux, je dirais, si demain je devais changer de vie, je pense que j'irais vivre à Lisbonne. D'accord. Voilà, ça correspond près de la mer, une ville, des gens plutôt gentils et bienveillants, où il fait bon vivre, où il fait chaud. Oui, t'aimes la chaleur. Voilà. Non, j'aime pas la chaleur, mais en tout cas, j'aime pas la pluie. J'aime pas le mauvais temps plutôt. Si tu devais choisir un menu qui représente l'amour, donc tu m'as dit pas d'entrée. Non, parce que alors l'amour, il s'arrête où? L'amour, il s'arrête dans la vie sentimentale ou il va plus loin? Parce que moi, je suis amoureux de mes amis, par exemple. C'est ce que moi j'appelle en fait cet amour inconditionnel. Ce que j'appelle conditionné, c'est quand effectivement c'est l'état amoureux qui n'est pas pour moi de l'amour. Donc ce sont plutôt, alors moi je cuisine beaucoup, donc ce sont plutôt des plats et celui que j'adore faire, surtout là maintenant, c'est l'osso buco, parce que mes enfants adorent les os à moelle. Je sais que plein de gens détestent ça, mais bon, mes enfants adorent les os à moelle. Et puis après l'osso buco, c'est un plat qui mijote. Moi je fais un plat qui mijote 7-8 heures que je recuis 2-3 fois. Et ce sont des plats qu'on met au milieu de la table et qu'on partage à 6, 7, 8 comme un bourguignon. Donc ça, j'adore parce que tout le monde se sert dans la casserole. On fait ça avec des tagliatelles normalement. Et puis voilà, et puis on se régale et puis on mange jusqu'à plus avoir faim. Donc c'est le plat que j'aime bien faire, qui représente l'amour comme d'autres plats, mais j'aime plutôt les plats d'hiver un peu généreux. Et puis après le dessert, c'est le fraisier parce que j'adore les fraisiers et que je connais un endroit qui fait les meilleurs fraisiers. Donc j'achète toujours un fraisier une fois par semaine. Je viendrai pas manger le fraisier chez toi. Bah tant pis, il est très très bon. Non, parce que je suis allergique aux fraises. Donc, voilà, je te mettrai des framboises. C'est ça, parce que là... Non, mais j'attends toujours, en revanche, de déguster le plat dont tu m'as parlé. Lequel? De plat russe de Noël, que tu fais au moment des fêtes de Noël. Non, je le fais tout le temps, c'est les koulibiaks, mais c'est pas très compliqué. C'est pas spécial Noël? Non, c'est pas un spécial Noël. Non, le koulibiak, c'est un pâté russe avec de la viande, de la nette, des œufs, des oignons. Et qu'on met dans la pâte brisée, la pâte feuilletée, pardon, et qu'on met au four. Donner envie. Et qui est très bon. Je te ramènerai un jour, si tu veux. Avec plaisir. Tu as choisi la chanson de France Gall, Je ne dors pas ce soir. Ce soir, je ne dors pas. Je ne dors pas. Ouais, parce que c'est une chanson, ça correspond assez bien à la définition que j'ai fait de l'amour.
Ce soir, je ne dors pas comme la toute dernière fois où tu es venu dans mes bras. Heureusement, on ne peut pas écouter maintenant, parce que c'est une chanson qui me donne des frissons, mais c'est une sublime chanson d'amour. Incroyable chanson d'amour. J'ai beaucoup pleuré sur cette chanson. C'est vrai? Ouais. Elle t'émeut. Énormément. On va arriver à la partie féerique de l'émission. On parle beaucoup du bonheur en ces périodes complexes et agitées. Quelle en est ta définition? Le bonheur en ce moment, c'est compliqué, mais la définition du bonheur, je dirais que le bonheur aujourd'hui, c'est d'être heureux, d'avoir l'entourage en bonne santé. Je pense le mot bonheur aujourd'hui est plus simple qu'il y a 5 ans, je pense. Pourquoi? Parce que je pense qu'on a une génération d'enfants gâtés, et que là, le Covid nous a fait prendre conscience, pour notre génération, de ce que c'est que d'avoir des difficultés. Parce que nous, moi j'ai eu, je pense vers 16-17 ans, nous on a eu le sida qui est arrivé. Qui a été, alors aujourd'hui on parle du sida comme ça, mais le sida ça nous a anéantis. Je veux dire, tout d'un coup, on pouvait plus avoir de relations sexuelles, on savait pas comment ça arrivait, on savait pas même si en s'embrassant on pouvait avoir le sida. Donc, et puis vous savez bien, c'était à l'époque d'énergie, il y a beaucoup de gens qui en sont décédés, mais ça a été, on avait la solution, qui était de se préserver. Et puis il y a eu beaucoup d'argent pour la recherche. Enfin, on a commencé à comprendre assez vite les choses. Là, on est face à quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout. Tout le monde a son avis là-dessus, tout le monde est un sachant. Moi, je pourrais vous dire, je suis très sûr de ce que je vais vous dire, et tous les gens qui sont autour ont chacun leur idée. Et peut-être que toi aussi, tu as ton idée. On est pour le vaccin, on est contre le vaccin, pour le masque, on a tous une opinion. Maintenant, il y a un truc qu'on ne sait pas, c'est quand ça va s'arrêter. Et ce qu'on sait, c'est que dans notre quotidien, c'est très très dur de vivre avec. Je veux dire, c'est pas naturel d'avoir mon fils de 10 ans que je dépose à l'école avec un masque tous les matins. Lui, ça fait aujourd'hui de 8 ans à 10 ans et demi quasiment. Il a eu un masque sur la tête. Il doit... alors c'est vrai qu'on n'était pas au niveau de l'hygiène, c'était un peu à revoir en France entre le brossage de dents et le lavage de mains, mais je veux dire, ce sont des enfants quand même. Il faut voir leur quotidien, quoi. C'est compliqué. Déjà pour nous, c'est compliqué. On passe notre temps avec des masques et on passe notre temps à tousser et à se faire maintenant soigner pour des toux permanentes. Et on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Et puis après, c'est toute la difficulté économique, financière, psychologique. Et puis je vous parle pas des gens qui sont enfermés chez eux, confinés dans les petits appartements, qui certains vivent dans la violence. Enfin, il y a quand même un problème social. Il y a un vrai problème humain aujourd'hui. Il y a une guerre qui va au-delà du Covid. C'est un problème humain. Donc en l'occurrence, je dirais que les choses les plus simples aujourd'hui, c'est d'avoir les gens autour de soi qui sont en bonne santé, que le bonheur c'est de ne pas manquer d'argent, parce qu'il y a des gens, il n'y a jamais autant de souffrance financière, de pouvoir manger à notre faim, d'avoir des gens autour de nous qui peuvent vivre de la même manière. Voilà, le bonheur c'est quelque chose de simple, hein, donc, mais je crois qu'on s'en rend encore plus compte aujourd'hui si on s'est perdu, parce que c'est vrai que quand vous bossez, quand vous courez après l'impossible, vous oubliez un petit peu les fondamentaux. Donc je pense que voilà, le bonheur, c'est quelque chose de simple, hein, et ne serait-ce que d'être ensemble, hein, c'est un moment sympa. En plus, on arrive au moment où les petites fées ont un message à te transmettre. Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que tu acceptes? Avec plaisir. Écoutez votre cœur. N'écoutez que votre cœur et votre intuition pour développer le dessein auquel vous avez réfléchi depuis longtemps. Ne laissez personne vous dire que votre projet est irréalisable. N'hésitez pas à demander de l'aide à l'univers et aux fées qui répondront à votre appel. C'est très bien, ça me va bien ça. Ne laissez personne vous dire que votre projet est irréalisable, ça me va très bien ça. Oui, c'est ça. Formidable. Puis elles étaient bien là parce que tu n'as parlé que de ça, que tu fonctionnais avec donc ton intuition, ton cœur. C'est mieux que d'écouter sa tête, en fait. Oui, ça c'est clair. Hein, on est d'accord. Non, je plaisante. Et si tu avais une baguette magique, à quoi te servirait-elle? Je te l'ai déjà prêtée, ma baguette de fée, mais là, si je te la prête à nouveau. Alors, vous savez qu'en plus de ce que je fais, et je sais que tu n'as pas toujours compris, mais j'interviens dans une émission de télé le soir, sur des sujets de société. J'essaie d'arriver à avoir un peu plus de recul, parce que forcément, quand on traite des sujets un peu sociétals, surtout en ce moment, on se retrouve face à des choses effroyables.
Et donc, j'avais un peu de mal, moi, quand je sortais de l'émission, j'essayais de penser à autre chose, quoi, de rentrer dans ma voiture et puis hop, tout s'arrêtait. Et en fait, on se rend compte que là, on est bien là dans notre confort un peu parisien de grande ville, mais qu'à quelques kilomètres de là, on se retrouve un peu dans la jungle, quoi. Et il y a encore 3 jours, on traitait d'un sujet moi qui m'intéresse parce qu'il y a eu un dérapage, il y a un dérapage total sur, entre autres, sur la partie éducation nationale, les jeunes, mais même les familles. Et il y avait un sujet il y a 2 jours sur de plus en plus la prostitution chez les enfants de 13, 14, 15. De plus en plus, hein, ça touche entre 10 000 et 15 000 jeunes. Et donc c'est le sujet auquel je pense tout de suite. Et donc cette fille était là sur le plateau, donc elle a pu échapper à cette prostitution. Hein, c'est quand même 200 passes en 5 jours. Hein, donc imaginez avec des gens qui ont 50, 60, 70 ans. Donc je vous dirais que des sujets comme ça, on peut en parler. On peut parler de plein d'autres sujets terribles. Mais c'est qu'à un moment donné, les gens aient une conscience. C'est-à-dire la conscience. C'est vraiment... il y a des choses que je ne comprends pas. Parce que j'ai besoin... Le problème que j'ai, vous savez, dans ma tête, c'est que j'ai toujours besoin de comprendre. Je veux tout comprendre. Et là, en l'occurrence, c'est quelque chose que je ne comprends pas, qui me rend malade. Et il y a ces sujets ou d'autres. Hein. Je veux dire, encore ce matin, il y avait un autre sujet sur quelque chose de pas très loin. Et je veux dire, moi, c'est la conscience. C'est-à-dire que les gens prennent conscience qu'à un moment donné, je sais pas, qu'il se passe quelque chose, quoi, sur cette terre, que la vie est enfin, je veux dire, la vie a une valeur, et pour certaines personnes, elle n'en a pas. Je trouve qu'il se passe des choses d'une brutalité, d'une violence aujourd'hui, et certains disent, mais non, mais ça a toujours existé. Non, ça n'a pas toujours existé. Aujourd'hui, on vit dans un monde fou. Et si j'avais une baguette magique, ce serait de dire, allez, on arrête tout, là. On revient 15 ans en arrière, et puis on reprend toutes les bonnes manières. C'est-à-dire que les parents font leur travail d'éducation auprès de leurs enfants, puisque l'école n'est pas là pour ça. Hein. L'école, elle n'est fait que là pour transmettre et apprendre. Et on remet le maillon de la chaîne, dans un bon état. La justice rend sa justice très très vite. Des gens dangereux sont isolés très vite. Voilà. Si j'avais une baguette magique, je reviendrais 20 ans en arrière et je remettrais tout en place bien et que. Il y a du taf, hein. Ben oui, il y a du taf, mais le problème, c'est qu'on dit toujours qu'il y a du taf, et plus on avance, plus ça s'empire. Donc il va bien falloir à un moment donné qu'il se passe quelque chose. Donc j'espère bien que ça ne va pas être l'arrivée au gouvernement de gens d'extrême qui vont faire que les choses vont changer dans la violence. Donc il faut faire attention. Donc à un moment donné, il faut prendre les décisions. Il faut peut-être que les gens qui ont le pouvoir prennent leur responsabilité. Non, parce que les gens qui ont le pouvoir, ils ne vivent pas comme nous. Ils ne sont pas conscients des choses. Ben, il faudrait peut-être... oui, il faudrait peut-être, mais il faudrait surtout que, je pense que que les gens se lèvent, et puis s'indignent et que ça bouge, quoi. Il faut qu'il se passe quelque chose. De toute façon, malheureusement, on peut pas changer les autres, on peut changer que soi aussi. Donc, effectivement, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça que tu dis, c'est à chacun de prendre ses responsabilités. C'est si j'avais une baguette magique, hein, je sais très bien que les choses ne sont pas simples. Donc, la gratitude, c'est quelque chose qui fait partie de ton quotidien, remercier, d'être reconnaissant. Est-ce que tu l'exprimes, t'es pudique? Alors, je suis à la fois très pudique et excessif. Donc je suis entre les deux. Voilà. Je peux être très pudique, parce que je suis un grand timide. Et de l'autre côté, je peux être ultra démonstratif et de temps en temps mettre mal à l'aise. D'accord. Très complexe, en fait. Non, c'est pas complexe, ça dépend du moment, de la circonstance. De la circonstance. D'accord. En tout cas, moi, je voulais te remercier parce que tu m'as renouvelé ta confiance et je vais en profiter pour t'offrir un petit cadeau de notre partenaire. C'est un très gentil cadeau, merci. Avant de nous quitter, il y a un livre que tu as lu dernièrement qui t'a plu, qui t'a ému. J'ai découvert en fait Lynne Papin, que tu connais peut-être ? De nom. Voilà. J'avais eu pas mal de choses sur elle et j'ai découvert son dernier livre. Cœur en laisse. Ouais, Cœur en laisse. Et en fait, j'étais complètement... Alors, je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup, mais j'étais complètement pris dans le... Alors, je vais peut-être pas raconter l'histoire, mais j'étais complètement pris dans le livre. Mais c'est un roman, hein, c'est pas un récit, non, c'est un roman. C'est un roman, mais très captivant. Et j'ai été assez surpris de la plume, parce qu'elle est toute jeune, elle doit avoir 25 ans. Mais elle a une plume, j'ai trouvé ce roman
magique, et j'ai été, ça fait partie des rares romans où je suis rentré dedans et j'ai été captivé, totalement captivé par l'histoire. Donc c'est vrai qu'après j'ai fait des recherches sur elle, parce que j'ai été assez surpris par son style et par cette écriture. Ouais. Il y a une chanson que tu aimes beaucoup en ce moment aussi? En ce moment, j'aime bien. Alors en ce moment, ce que j'écoute pas mal, c'est Zaz. Ouais. Ce qui n'a aucun sens par rapport à tout ce que je vous ai dit, mais qui est ébloui par la nuit. En fait, Zaz fait partie des artistes que je n'aimais pas et que j'ai aimé par cette chanson, parce que je trouve qu'elle a une tessiture et elle a une tessiture incroyable. Et quand elle chante cette chanson, je trouve ça prenant. Elle a une voix incroyable. Et comme c'est une chanson qui est quand même compliquée, qui a été écrite par Raphaël et qui est assez compliquée à interpréter, je trouve qu'elle est juste du début à la fin. Et puis après, c'est toujours place à l'imaginaire, parce que c'est une chanson qui, là encore, peut être interprétée de plein de formes possibles. Donc j'aime bien aussi, moi, les chansons qui vous poussent à vous poser des questions, toujours sur cette envie de comprendre ce que l'auteur ou ce que l'interprète veut dire. Très bien. Écoute, je te remercie vraiment de ta présence. C'est moi qui te remercie. J'en profite pour remercier l'équipe qui m'accompagne. Donc, il y a Alex, Eva, Nathan, Louis, Thierry. Je fais un clin d'œil aussi à Laetitia. J'en profite pour remercier l'hôtel Westin Paris-Vendôme pour son accueil chaleureux. Et puis, je fais un clin d'œil à mes amis les fées. Erwan, mon ange gardien, qui nous a réunis, veille aussi sur cette émission. Et puis au plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de Douceur et Confidence. Prenez soin de vous et vibrez l'amour. Merci Valérie. Merci.